Oui, merci Monsieur le député, Mesdames, Messieurs. Je voudrais en préalable rappeler que la stratégie du gouvernement pour les années 2013-2017 s'appuie sur un plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives qui a été largement concerté avec les professionnels et le monde associatif. Ce plan développe une approche équilibrée entre la prévention, l'accompagnement, le soin, la lutte contre le trafic, l'application de la loi, ainsi qu'une application forte de la MILDECA au plan européen et international. Parmi ces axes, le plan prévoit une politique de réduction des risques qui est à la fois pragmatique et ambitieuse et qui réside dans l'extension de ses modalités et de son champ d'intervention comme dans le développement de son accessibilité sur l'ensemble du territoire. En effet, les acquis de la réduction des risques sur la santé publique, mais aussi sur la sécurité sanitaire, sont aujourd'hui incontestables et incontestés. Ils ont permis de voir la proportion d'usagers de drogue contaminés par le VIH passer de 30% dans les années 90 à 10% en 2011 et ils ne représentent plus que 1% des diagnostics de séropositivité. Non seulement ces acquis sont à préserver et la stratégie du gouvernement souhaite absolument maintenir ces acquis, mais il faut pouvoir également intégrer l'évolution des techniques médicales et des comportements des usagers de drogue. Au-delà de cet effort de prévention du risque infectieux, c'est la réduction des dommages physiques, psychiques et sociaux qui sont liés à la consommation de drogue qu'il faut désormais viser. La question de l'évolution de la politique de réduction des risques, qui compte parmi les succès les plus marquants pour la santé publique dans notre pays, et celle plus spécifique de l'expérimentation d'une salle de consommation à moindre risque, relève de la responsabilité des pouvoirs publics vis-à-vis de ces personnes qui sont le plus souvent en situation d'extrême fragilité, en particulier ceux qui seront concernés par l'article 9 de ce projet de loi santé. Cette évolution de la réduction des risques vise notamment les traitements de substitution aux opiacés et je peux citer l'élargissement de la palette des TSO qui est destiné à s'adapter à l'évolution d'usage, comme le prévoit une étude préliminaire relative à un médicament injectable en cours, travail que nous menons en lien avec le ministère de la Santé, ou le matériel même de réduction des risques, ainsi la modernisation du réseau d'automates ou l'évaluation de l'envoi postal de matériel de réduction des risques sont autant d'actions qui visent à adapter les interventions de réduction des risques et d'en accroître l'efficacité. Mais cette évolution de la politique de réduction des risques que nous devons absolument prendre en compte concerne également les dispositifs spécialisés. En effet, les réponses sanitaires et sociales existantes demeurent insuffisantes pour assurer la prise en charge de certains usagers de drogue, parmi les plus dépendants et les plus désocialisés. C'est ainsi que les modalités d'intervention des CARUD sont également appelées à se modifier au regard de la réalité sanitaire et sociale des usagers de drogue qui les fréquentent ou qui pourraient les fréquenter mais ne les fréquentent pas. Je pense en particulier aux horaires d'ouverture. Je pense en particulier à l'instauration de plages dédiées aux femmes qui sont particulièrement stigmatisées comme femmes et comme usagères de drogue, mais aussi aux dispositifs mobiles. Pour ça, nous devons renouveler le cadre juridique. Le texte du Code de la santé publique, qui définit actuellement la politique de réduction des risques, est issu de la loi de 2004, qui a posé un premier jalon en la matière en la définissant de manière succincte suite au décret de 1987 appelé décret Barzac. 10 ans plus tard, il était nécessaire de définir un cadre juridique clair, précis, prenant en compte la diversification des modalités de réduction des risques et permettant de les actualiser pour tenir compte d'une réalité souvent mouvante et que les responsables associatifs autour de cette table, que les professionnels, que les différents experts connaissent parfaitement. C'est le sens de l'article 8. Par ailleurs, l'expérimentation de la salle de consommation à moindre risque s'inscrit dans cette logique pragmatique d'adaptation des actions de réduction des risques.
Il ne s'agit nullement, et je souhaite vraiment insister sur ce point, pour les responsables de politique publique que nous sommes, de céder à une quelconque facilité, mais au contraire de ne pas abandonner les personnes les plus en difficulté. Accueillir selon de nouvelles modalités, dans un contexte strictement professionnel, des personnes hautement dépendantes aux stupéfiants et consommant leurs produits dans des conditions d'hygiène actuellement déplorables, sur la voie publique, dans les halls d'immeubles, c'est se donner les moyens d'établir avec elles un rapport de confiance qui doit mener progressivement aux liens nécessaires pour les orienter vers le soin. Mais c'est également répondre aux nombreux troubles qui sont causés aux riverains dans les zones dans lesquelles ces personnes sont particulièrement nombreuses. C'est un travail qui est engagé depuis plusieurs années et ce sont ces consommations de rue dans le nord-est parisien qui ont conduit les élus de la ville de Paris à s'intéresser à la situation spécifique des personnes usagères de drogue, précarisées et sédentarisées à cette échelle micro-locale. Ils ont dès lors étudié, avec l'appui des associations spécialisées, les différentes réponses susceptibles d'être apportées à cette problématique. L'attention de ces élus s'est naturellement portée sur un dispositif éprouvé, déjà mis en place à l'étranger, ces centres d'injection supervisés. Installés dans des locaux dédiés, à proximité immédiate des lieux identifiés de consommation sur la voie publique, ces dispositifs présentent un bilan positif en termes à la fois de tranquillité publique et de santé publique. Dans d'autres villes que Paris, des études comparables et concordantes, des rencontres entre professionnels, y compris issus des pays ayant créé ces centres d'injection supervisés, ont également été organisées. Ces données ont été complétées par l'expertise collective de l'INSERM. Je n'y reviendrai pas parce que le professeur Patricia Carrieri l'évoquera, mais ce qu'il faut dire, c'est que les conclusions de ces études ont été confirmées et montrent que les salles de consommation à moindre risque sont d'autant plus efficaces qu'elles se placent au sein d'une palette plus large d'outils de prévention et que ces centres d'injection supervisés qui ont été expérimentés dans plusieurs pays ont fait la preuve de la réduction des risques liés à l'injection et à l'accès aux soins en direction de ces usagers de drogue-là les plus marginalisés, dont il est établi que les indicateurs de morbidité et de mortalité sont fortement péjoratifs et ces personnes ne fréquentant pas les dispositifs traditionnels n'ont actuellement pas de solution pour entrer dans un dispositif qui préserve leur santé et qui permet d'éviter les contaminations. La salle de consommation à moindre risque s'inscrit donc dans la continuité des dispositifs à bas seuil d'exigence vis-à-vis de ces usagers auxquels le sevrage n'est pas imposé comme une condition d'accès. Pour le public visé, je le redis, la salle de consommation à moindre risque répond à une situation d'urgence sanitaire et sociale. Elle n'est pas un dispositif de confort, c'est une première étape d'entrée dans le parcours de réduction de risques et de soins. Je le redis, car sur ce sujet, le manque d'information ou la désinformation sont importants. Il ne s'agit pas, encore une fois, de salles de confort qui seraient, je l'ai même entendu, ouvertes aux fumeurs de cannabis. Pour les personnes qui vivent au voisinage des consommations de rue, les riverains, ces structures constituent ainsi une amélioration pour leur vie quotidienne. À Berlin, à Barcelone et ailleurs, dès lors que le phénomène not in my backyard a pu être levé par un patient travail de communication avec les riverains, ces derniers rapportent une diminution des conflits sociaux comme du nombre de seringues jetées. Ils appellent d'ailleurs pour certains à une extension des horaires d'ouverture, car c'est le calme revenu dans ce quartier. C'est bien un double objectif de santé et de sécurité publique qui est visé par cette expérimentation. Une réduction des dommages pour les consommateurs, mais aussi une réduction des dommages pour la société. La prévention par les pairs et les actions de médiation sociale inscrites dans les modalités de fonctionnement de la salle ouvrent une opportunité d'insertion pour les usagers qui s'engagent ainsi dans la réduction des risques, mais c'est aussi un levier d'acceptation des usagers par la société tout entière. La participation de la Mildeka au travail engagé sur le terrain pour préparer l'expérimentation de la salle de consommation m'a convaincue de la possibilité de mener à bien ce projet de manière constructive et harmonieuse avec l'ensemble des parties prenantes,
police, justice, santé, élus locaux, associations et riverains. Et donc, cet article 9 du projet de loi santé permettra de donner un cadre juridique à cette expérimentation qui sera limitée dans le temps, car il faut donner un temps nécessaire à l'expérimentation, mais ensuite en tirer les conséquences, et c'est pourquoi une évaluation scientifique est prévue. Elle comprendra la mise en place d'une cohorte d'usagers de drogue exposés et non exposés à la salle de consommation, ainsi qu'une étude de l'acceptabilité sociale du dispositif par les riverains. Si elle cristallise les attentes des professionnels, la salle de consommation n'incarne pas à elle seule, et loin s'en faut, l'ensemble de la politique de réduction des risques pour les années à venir. Comme réaffirmé à chaque échange avec les professionnels et avec les élus, la place accordée à la réduction des risques et des dommages sociaux dans le plan gouvernemental témoigne de l'engagement du gouvernement et donc de la mission interministérielle que je préside en la matière. Cet engagement est fondé tant sur les preuves scientifiques de l'apport de la réduction des risques et des dommages que sur la conviction que les évolutions que nous portons s'inscrivent dans le respect, dans la promotion même des droits de l'homme, et la MILDECA le porte au niveau national et international. Je veux d'ailleurs préciser au niveau international que le groupe Pompidou, pour lequel j'ai mené la présidence jusqu'à la semaine dernière au Conseil de l'Europe, a porté une initiative visant à proposer une définition consensuelle du concept de prévention des risques et de réduction des dommages liés à l'usage des substances psychoactives. Il s'agit d'un document d'orientation adopté en novembre 2013 à l'occasion de la 73e réunion des correspondants permanents et que je tiens à votre disposition. Et c'est dans la même perspective que la MILDECA soutient la démarche d'audition publique portée par la Fédération française d'addictologie en vue de promouvoir un consensus interprofessionnel autour des pratiques professionnelles de la réduction des risques. Donc, pour conclure, je veux dire que l'ensemble de ces travaux, pour lesquels la MILDECA joue son rôle d'initiative, d'impulsion et de coordination, s'inscrit dans une démarche nécessaire à la recherche d'un consensus de l'ensemble de la communauté sociale, mais aussi de la société, loin de toute posture idéologique qui ne doit pas être de mise dans cet impératif de santé publique. Je vous remercie. Merci, Madame. Si je devais résumer la fin de vos propos, il s'agirait de transformer ce qui est une évidence sur le plan médical en consensus sur le plan politique. Merci pour votre intervention.